Michel Krinetz, ancien superviseur financier, essentiellement dans les assurances. Je vais repartir de la Deuxième Guerre mondiale, de la Libération, en 1945. Le potentiel productif de la France était largement détruit ou obsolète, ainsi que les infrastructures de transport, de logement, les écoles, les hôpitaux, les bureaux. Les finances publiques, naturellement, étaient exsangues. Il fallait reconstruire, rénover, moderniser, produire, former, embaucher. Et pour cela, il fallait beaucoup d'argent. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent privé non plus, donc il fallait de l'argent public. Et heureusement, il y a eu ce qu'on a appelé le circuit du trésor, que monsieur a cité tout à l'heure, donc je vais répondre à sa question maintenant, avec la Banque de France, qui a été nationalisée en 1945. Il y avait le plan, le commissariat au plan, la planification. La Banque de France faisait des prêts et des avances au Trésor, gratuits en général. Le Trésor avait abandonné l'idée classique de la dépense publique comptabilisée comme une charge improductive qui avait été retenue en 1918, on a donc refusé de sacrifier le développement économique d'avenir à la stabilisation financière. Le Trésor a largement impulsé et pris le contrôle de l'investissement public et parapublic dans un système d'économie mixte et largement nationalisé. Il injectait de l'argent dans l'économie, argent qui lui revenait par toutes sortes de canaux. L'argent était déposé directement dans les comptes du Trésor par les particuliers, via les comptes au Trésor public, à la Caisse d'épargne ou à la Poste, et par les nombreuses entreprises nationalisées. Et les banques devaient déposer leur trésorerie sur le compte du Trésor à la Banque de France. Excusez-moi. Ces dépôts des banques et particuliers assuraient la trésorerie de l'État gratuitement, sans être rémunérés. En outre, les banques elles-mêmes étaient obligées de consacrer une partie de leurs dépôts à acheter des bons du Trésor. C'était les fameux planchers de bons du Trésor, qui étaient très faiblement rémunérés aussi. Et puis les assureurs devaient affecter une bonne partie de leurs provisions à acheter des obligations, en fait des obligations d'État donc. C'est ce qu'on appelait l'obligation de l'obligation chez les assureurs. Nous gérions notre propre monnaie, le franc. Il y avait le contrôle des changes, le contrôle des capitaux, et sans oublier l'inflation qui érodait les dettes. Au total, en 1955 encore, le Trésor recueillait plus de capitaux et distribuait plus de crédits que le système bancaire dans son ensemble, donc 10 ans après la Libération. Il y avait en 1947 environ 400 comptes spéciaux du Trésor, je ne vais pas vous les énumérer. C'était en réalité des comptes de nature budgétaire, mais qui n'étaient pas soumis aux strictes règles budgétaires. Par exemple, c'était les comptes de prêt. C'est par ces comptes de prêt que le Trésor a joué, de 1945 à 1983, un rôle fondamental et même fondateur dans le financement de l'économie. D'une part, il se finançait hors marché, pour l'essentiel, comme je viens de le montrer. D'autre part, il orientait environ la moitié des capitaux, comme je viens de le dire pour 1955, vers des investissements et des dépenses publiques ou parapubliques. Il finançait de nombreux investissements publics et privés via le FDES, le Fonds de développement économique et social, via le compte de prêt au HLM, construction sociale, le compte des prêts spéciaux à la reconstruction, le compte pour l'agriculture, etc. Je ne vais pas vous énumérer les 400 comptes. Il y avait les comptes d'avance qui, eux, finançaient les collectivités publiques locales, les établissements publics nationaux comme EDF, et même les prêts aux fonctionnaires pour acheter un logement. Et les comptes de commerce qui finançaient les dépenses d'armement et les fonds d'aménagement du territoire, c'est par là qu'a transité le plan Marshall. Et grâce à l'encadrement du crédit, l'État contrôlait à la fois les taux d'intérêt et la quantité de monnaie, de sorte que l'inflation a été contenue en moyenne en dessous de 6% dans les décennies 50 et 60. La reconstruction et la modernisation de la France a ainsi été financée sans crise financière. C'est ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. C'est M. Fourastier qui a appelé ça les 30 Glorieuses, un collègue du contrôle des assurances d'ailleurs. L'argent a été canalisé vers les emplois utiles, pas de marché financier, pas de spéculation, ou très peu, et toutes les dettes publiques étaient financées en franco-français, avec une création monétaire plus ou moins inflationniste, mais maîtrisée, pas véritablement problématique, sans que personne n'ait besoin d'aller mendier
auprès des marchés financiers étrangers. Voilà la belle partie de l'histoire, mais peu à peu, l'orthodoxie monétaire et budgétaire est revenue au pouvoir, d'abord brièvement avec Antoine Pinet en 1952, puis durablement à partir de 1958, avec Pinet de nouveau, Gaulle, le rapport Rueff-Armand en 1960, puis Pompidou, qui en 1963 ordonne au ministre des Finances Giscard d'Estaing de cesser toute création monétaire par le Trésor. Debré, en 1967, supprime l'obligation des planchers de bons du Trésor dans les banques. On a également supprimé l'obligation de l'obligation dans les assurances. En résumé, à partir de 1967, le circuit du Trésor a été démantelé. Certes, il y a eu la parenthèse socialiste de 1981 à 1983, mais ce qu'on appelle les trésoriens, qui étaient néoclassiques avant, se sont transformés en néolibéraux à la mode Thatcher et Reagan, et ils ont rapidement repris le dessus. Et on a assisté à une inversion des tutelles. Avant, comme je l'ai montré, les banques et marchés étaient sous la tutelle du Trésor. En 1984, c'est le Trésor qui s'est trouvé sous la tutelle des banques et des marchés, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et cette inversion des tutelles, ce n'est pas de la paranoïa gauchiste, c'est la conclusion d'un article de Denis Kessler, dont je peux vous donner les références, qui est un des principaux penseurs du patronat, qui a été le numéro 2 du MEDEF, et c'est la conclusion d'un de ses articles. Il dit maintenant, l'État est sous la tutelle des marchés, et il trouve ça très bien. En résumé, l'État a perdu sa prééminence et est devenu un emprunteur comme les autres. C'était le but de l'opération. Il faut que l'État devienne un emprunteur comme les autres, en concurrence avec les emprunteurs privés. Il est soumis au jugement des marchés financiers, des banques, des agences de notation dont on a parlé tout à l'heure. Depuis le traité de Maastricht, il ne peut plus emprunter à la Banque centrale, ni à la Banque de France, ni à la Banque centrale européenne. Depuis le traité européen de stabilité budgétaire que M. Hollande a promis de ne pas signer et qu'il a signé aussitôt qu'il a été élu, il est même censé ne plus faire de déficit, sous peine d'amendes qui peuvent être très lourdes. Comme il est en concurrence fiscale avec les autres États, il ne peut plus vraiment augmenter les impôts. Il ne lui reste donc plus qu'une solution, diminuer les dépenses publiques, c'est-à-dire exactement le contraire de tout ce que je vous ai décrit avec le circuit du Trésor. S'agit-il là d'une contrainte due aux lois économiques ou d'une fatalité politique, comme le disent les néolibéraux? Non, ce n'est pas une loi de l'économie, puisqu'il y a eu des époques où on a fait autrement. Je vous ai parlé des 30 Glorieuses. Ça n'est pas non plus une loi universelle, puisqu'il y a des pays qui échappent complètement à ces contraintes, comme la Chine, comme le Japon et comme les États-Unis d'Amérique. La Chine et le Japon se fichent complètement de ces règles. Et les États-Unis, tout le monde trouve normal de financer leur double déficit, et ça continue comme ça. Et tous les autres pays, dont le nôtre, continuent à mendier, et en sont réduits à mendier sur les marchés financiers. Que faire? Que faire à présent? Ce qu'il faut bien comprendre dans l'évolution historique de la finance internationale, donc, c'est qu'elle n'obéit à aucune nécessité historique, à aucune loi économique. Avant, comme je l'ai montré, ça se passait bien, on faisait autrement. Encore aujourd'hui, les 3 principaux pays du monde s'affranchissent de ces règles. Toute cette évolution a été le résultat de décisions politiques successives, de décisions dictées par une idéologie néolibérale. Idéologie qui a progressivement colonisé les esprits des économistes, des politiques, des journalistes et finalement du grand public. Cette dérive néolibérale n'était pas inscrite dans les nécessités historiques. Elle a été le résultat d'un long combat idéologique, combat que les néolibéraux et les forces économiques qui les soutiennent et qui les financent ont fini par gagner. Mais ce que des décisions politiques ont fait, d'autres décisions politiques peuvent les défaire. Malheureusement, ce que les néolibéraux ont mis des décennies à construire, on ne peut pas d'un simple claquement de doigts le défaire. Ce qu'ils ont construit patiemment et longuement, ce sont toutes sortes d'institutions, de traités internationaux, d'agences internationales, de banques centrales indépendantes, de directives européennes, de lois nationales. Et dans ce cadre sont intervenues une désintégration des chaînes de production, une dématérialisation, une délocalisation des capitaux, une opacification, une déresponsabilisation des centres de décision,
une destruction des souverainetés nationales et des procédures de décision démocratique qui les fondaient. On peut vouloir inverser ce processus, défaire ce qu'ils ont fait et mettre en place autre chose, mais ce ne sera pas le grand soir, ce sera un processus long, difficile, douloureux, conflictuel, mais pas forcément un processus impossible. Nos États sont endettés, ils ne font pas un bon usage de cet argent. Ils ne forcent pas non plus les banques à en faire un bon usage comme ils le faisaient pendant les Trente Glorieuses. Ça a été l'erreur des socialistes en 1981. À quoi sert de nationaliser les banques si c'est pour leur dire de continuer à faire la même chose, c'est-à-dire de rester rentables en finançant des projets qui sont considérés rentables selon la même logique comptable qu'avant. Pour sortir de cet engrenage suicidaire, il faut rompre avec cet édifice idéologique et donc rompre avec toute une série de règles nationales et internationales qui nous empêchent d'en sortir. Pourtant, nous allons devoir faire très attention. Si nous rompons d'un coup avec cet ensemble de règles, nous allons tout simplement mourir de faim, de maladie et autres cavaliers de l'apocalypse. Cela fait longtemps que nous, les Français, avons perdu notre autonomie financière, notre autonomie industrielle et même notre autonomie alimentaire et notre autonomie militaire. Il nous faut donc imaginer un scénario de rupture progressive sur plusieurs années, aussi en douceur que possible, en reconstruisant pas à pas les autonomies les plus indispensables, en trouvant des alliés proches et lointains, en passant des accords de commerce avec des pays proches et lointains, mais pas des accords de libre-échange capitalistes, des accords bilatéraux mutuellement avantageux, à l'avantage de nos peuples respectifs, d'abord et avant tout pour nous procurer les produits et services dont nous avons impérativement besoin. Et pour financer cette évolution, qui est avant tout une évolution culturelle, il nous faut rétablir le circuit financier du Trésor. Avec une Banque de France renationalisée, enfin elle l'est toujours en principe, je veux dire qu'il soit à nouveau sous le contrôle de la nation, avec notre souveraineté monétaire, avec des monnaies locales, et la première monnaie locale en France, ce serait le franc français. On veut toujours faire des monnaies locales, mais le franc français est une monnaie locale. À vrai dire, dans le monde entier, il n'y a que des monnaies locales. La seule monnaie mondiale, c'est le dollar, pour l'instant, en attendant le yuan. Avec le contrôle des changes et des capitaux, avec un commissariat au plan rétabli, bien sûr, notre monnaie fera l'objet de spéculations et d'évaluations, comme au bon vieux temps des Trente Glorieuses. Mais le contrôle des capitaux est là pour juguler ces phénomènes. Et il ne faut pas raconter de contes de fées. Calculé en euros, le revenu des Français connaîtra une baisse substantielle et immédiate, contrairement à ce que dit Mme Le Pen, par exemple. Du moins tel qu'il est mesuré dans la comptabilité actuelle. Et là, je réponds à une question d'un intervenant tout à l'heure sur les normes comptables. Mais plus profondément, il s'agira d'une modification de notre style de vie, une évolution de nos habitudes de production et de consommation, construite autant que possible par le bas, par des initiatives individuelles, associatives, bénévoles, municipales, des entreprises de réinsertion, des jardins partagés, des néo-paysans, des monnaies locales, des entreprises et des banques coopératives comme la NEF. Ceux d'entre nous qui en ont les moyens ne pourront plus changer d'iPhone tous les 6 mois, de voiture tous les 2 ans, passer des vacances lointaines en avion. Nous ne pourrons plus manger des fraises ni de tomates en hiver, ni d'avocats du Pérou, ni de crevettes de Thaïlande. Peut-être même faudra-t-il rétablir des tickets de rationnement pour certaines denrées, le café ou peut-être même le pétrole. Il faudra intégrer les externalités dans nos comptabilités nationales et privées et dans notre fiscalité. Et là, je réponds à 2 questions qui ont été posées par vous, notamment. Et en attendant, subventionner les externalités positives, l'agriculture biologique et locavore, les énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire, le recyclage, le fret ferroviaire. Et interdire ou taxer les externalités négatives, les produits de luxe qui supportaient il n'y a pas si longtemps un taux de TVA de 33% qui a été supprimé et qu'on ne peut pas rétablir à cause de règles européennes, les produits importés, les produits polluants, et bien sûr supprimer les niches fiscales comme la détaxation du gazole pour les pêcheurs et les camions et les avions, ou les subventions agricoles actuelles qui sont des subventions à l'hectare ou aux têtes de bétail et donc des subventions au capital, pas des subventions au travail.
L'inévitable renchérissement des biens de base sera insupportable pour les plus pauvres. Par conséquent, pour y remédier, il faudra une fiscalité beaucoup plus redistributive, un véritable impôt sur les grandes fortunes, sans plafonnement fiscal. Madame Bettencourt a payé cette année un impôt sur la fortune de combien ? 0 €, exactement. Il n'y a pas d'impôt sur les grandes fortunes en France à cause du plafonnement fiscal, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, il faudra, pour les pauvres, un revenu minimum vital. Sinon, ça sera l'explosion et un effort massif sur le logement social. En attendant, il faudra reprendre notre pouvoir souverain, le reprendre à l'Union européenne, sans plus lui laisser le pouvoir de nous dicter nos dépenses publiques, de nous empêcher de diriger les investissements de nos banques et de nos assurances, sans qu'on interdise à nos entités publiques et à nos collectivités locales d'acheter français comme les Américains qui ont le Buy American Act, et même à nos municipalités d'acheter local. Bref, une profonde réforme du Code des marchés publics, ni laisser des lois étrangères interdire les semences fermières ou réglementer nos taux de TVA, ni laisser régner le secret des affaires qui vient encore d'être renforcé par l'Union européenne sur les substances toxiques qu'ils nous vendent dans des emballages peints en vert. Et reprendre notre pouvoir souverain sur les marchés financiers, en commençant par un moratoire sur nos dettes publiques et par la fin de la libre circulation des capitaux, le pouvoir de fixer le prix des émissions de gaz carbonique et d'autres déchets, que ces émissions soient locales ou en provenance de l'étranger, d'où l'instauration d'une véritable taxe carbone, ne plus permettre aux financiers de spéculer sur les permis de polluer, de breveter le vivant. Comme vous le voyez, ce vaste programme ne saurait se cantonner à un simple changement de réglementation bancaire, qui ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez réfléchir aux différents points de mon exposé, vous pourrez le retrouver demain sur mon blog de Mediapart. Merci.